sommes un peuple de commencement. Et sans cesse, on a démontré au monde qu'alors que nous avons été frappés de mille et une façons, on s'est relevé. Si jamais on a la béquille américaine pour aller plus loin, on fera des miracles. 2 mois plus tard, l'une des retombées de la visite du chef de l'État à Berlin, c'est la signature d'un mémorandum d'entente entre le ministre d'État à la coopération, Maître Pépin Guillaume Manjolo, avec la partie allemande. S'agissant d'un groupe international d'origine allemande spécialisé dans le secteur de l'énergie, de la santé, de l'industrie et du bâtiment Siemens. À travers cette signature, cette entreprise est à ce jour un de nouveaux partenaires de la République démocratique du Congo. Un grand pas franchi dans les relations de coopération entre Berlin et Kinshasa. Mais retenez simplement que la RDC est d'accord, le chef de l'État est d'accord de pouvoir travailler avec Siemens, avec Voigt qui va faire certaines activités aussi, notamment la formation professionnelle pour tous les acteurs, toute la maintenance nécessaire sur le terrain. Alors, vu ce stand-là, nous sommes ouverts, comme il a dit tout à l'heure d'ailleurs à la conférence de presse, en disant il va falloir que les uns et les autres s'alignent sur ce que nous voulons faire. Nous sommes ouverts à travailler avec tous. Donc c'est dans ces cadres-là que nous sommes en train de discuter sa politique, ses orientations, et j'insiste de nouveau sur le fait que ces mémorandums d'entente ouvrent la voie aux négociations. Et dans très peu de temps, on aura à finaliser ça ensemble avec tous les ministres concernés. Par ailleurs, francophonie, il faut noter que ces ministères se chargent également de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront du 23 juillet au 1er août 2021 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. C'est les documents de son acceptation signés le 21 octobre 2019 à Kinshasa par le parti prenant à cette organisation. Ensuite, dans la principauté de Monaco, la question relative à l'organisation de ce jeu a été scellée définitivement. C'était en marge de la 36e conférence ministérielle de la francophonie. Le document y relatif a été signé d'une part, l'Organisation internationale de la francophonie, représentée par son administratrice Catherine Cano, et de l'autre, la République démocratique du Congo, via son ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo. Signalons que le 25 novembre 2019, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a signé le décret-loi portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de 9e Jeux de la francophonie. Pour le patron de la coopération, les Jeux de la francophonie feront la fierté de la République démocratique du Congo, malgré le délai imparti pour l'organisation de ces dernières. Il reste optimiste quant à la capacité de son pays de relever ces défis de taille et réussir en termes de résultats. Un pays très créatif, un peuple talentueux. Je crois en cette capacité de la RDC de pouvoir faire autrement. On a toujours fait ça d'ailleurs. On n'a jamais été à temps, mais on arrive toujours à temps. C'est ça la spécialité de la RDC. Et cette fois-ci, c'est encore mieux parce qu'on veut montrer au monde notre capacité à affronter n'importe quel challenge et à pouvoir les réussir. Ici, je suis convaincu, et d'ailleurs pas tout seul, mais les chefs de l'État en personne, les chefs du gouvernement, on dit qu'ils pouvaient le faire, et nous, en tant que soldats sur le terrain, nous sommes à même pouvoir le faire. Nous avons confirmé que nous avons la capacité de pouvoir réaliser ça, et on le fera, n'ayez aucune inquiétude. Retour sur ce plateau de Biwan que vient de rejoindre Nancy Odia, journaliste à la RTNC. Bienvenue, madame. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que l'invité ce soir est bel et bien Maître Pépin Guillaume Manjolo, ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, que nous allons accueillir. Monsieur le ministre. Bienvenue. Monsieur le ministre, bienvenue dans ce magazine. Quel est l'effet d'être dans la peau du ministre d'État en charge de la coopération internationale? C'est vrai, ça fait 3 mois maintenant. C'est-à-dire qu'au début, on appréhende, il y a une sorte d'anxiété par rapport à la situation.
Et quand on se met en perspective pour savoir ce qu'on a à faire, ce qu'on a à accomplir pour rencontrer les préoccupations de la population, c'est pas toujours évident, mais simplement lorsqu'on a été un peu préparé, comme j'ai eu la chance de l'avoir été, je pense qu'on est assez organisé pour pouvoir faire les choses plutôt correctement. Donc c'était mérité. Oh, c'est pas à moi de dire que c'est mérité, il appartient à ceux qui regardent, qui me suivent depuis très longtemps, qui voient comment est-ce que les panoramas politiques s'organisent en RDC, département par département, en termes de compétences et d'évolution des uns des autres, pour voir qui a les profils pour occuper tel poste ou tel autre. Il ne m'appartient pas d'auto-juger, il appartient à ceux qui regardent, ceux qui suivent la vie politique en RDC et les opérateurs politiques de tous bords, voir un peu quels sont les gens, quelles sont les personnes qui ont les profils requis pour occuper un poste ou un autre. Donc à ce niveau-là, ça se juge. Et puis en même temps, il faut aussi une question de confiance par rapport à ceux qui sont au-dessus de nous. Il ne suffit pas d'avoir la volonté ou d'avoir savoir bien faire, mais simplement il y a aussi la loyauté vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus de vous, qui vous accompagnent, et votre savoir-faire direct en termes de technicité, et puis dans les cadres qui est le nôtre aujourd'hui avec la coalition, être en parfaite harmonie avec ceux qui nous gèrent aujourd'hui, c'est-à-dire l'autorité principale de la République, les chefs de l'État. Donc c'est une addition, c'est un chapelet d'éléments qui participent à ce qu'on positionne quelqu'un à un endroit ou à un autre. Maître Guillaume Manjolo, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive dans l'exercice de votre fonction? Les devoirs au peuple, les devoirs à la population. Vous savez, je viens d'un coin que j'ai vu périr au fur et à mesure que les temps passaient. Et l'espace Kassai a beaucoup souffert, non seulement avant, mais pendant la période Kamina Sapo. C'est une souffrance extraordinaire. La partie Est est une préoccupation particulière lorsque on est comme moi informé des choses au niveau de l'intégration régionale, à la fois dans les cas de la CIRGL, de la SADC, et puis les relations qu'on a avec l'EAC, y compris dans les commerces, dans les cas du COMESA. Donc, quand on voit tout ça, on a besoin d'apporter des solutions, ou tenter d'apporter certaines solutions, c'est-à-dire sa contribution à cet édifice super qu'on appelle la RDC. Et c'est ça qui me motive. Parce que dire que j'ai participé à cette chaîne de possibilités qui accompagne la population, qui participe à leur donner un souffle de vie, c'est déjà avoir accompli ne fût-ce qu'un pas dans une existence. La RDC est un pays post-conflit. Aujourd'hui, quels sont les obstacles pour une bonne intégration et comment comptez-vous relever ces défis? Il y a d'abord cette conscience collective de ce qui nous sommes exactement. J'ai chaque fois l'impression que nous avons une sorte de démarche d'autoflagellation sans cesse. Il se fait beaucoup de choses qui sont très intéressantes en RDC, mais qui ne sont pas prises en charge par nous-mêmes. Mais lorsque vous sortez un peu de la RDC, vous êtes, je sais pas, dans les pays de l'Afrique de l'Est ou en Afrique australe, vous appréhendez un peu utilement comment les gens nous regardent. Nous sommes un grand pays, un très grand pays. Notre vocation, l'ai-je dit déjà, il me semble que oui, n'est pas d'être des pleurnicheurs, c'est d'être la locomotive. Nous devons suffisamment produire cette volonté de puissance sans cesse pour occuper notre place. Regardez les DRC bashing, c'est-à-dire que non seulement les gens les font, certaines personnes au niveau de l'Occident notamment, les font sans cesse, mais que la RDC elle-même, les enfants de la RDC participent à ça. Ce n'est pas normal. J'aurais souhaité de temps en temps qu'on puisse poser la question, que chaque enfant congolais se pose la question, dire qu'ai-je fait de bien aujourd'hui pour mon pays ou qu'ai-je dit de bien sur mon pays. Mais quand vous regardez les menus chaque matin, chacun participe à pouvoir dire des choses néfastes contre la République, jamais des choses bien pour la République. Faites la comptabilité, vous verrez très bien que ce n'est pas la bonne démarche. Voilà cette démarche à pouvoir dire, tiens, tenter de pouvoir organiser une vision positive, une perception positive pour soi-même. Ces reflets dans les miroirs qui est la RDC nous commandent de pouvoir de temps en temps, ou plutôt largement, dire chaque fois que la RDC d'abord, faire plaisir à la RDC, essayer de pouvoir redorer son blason, son image. Ce serait une bonne chose. Et au cours de cette émission, Monsieur le ministre, nous allons savoir qu'est-ce que vous avez fait de bien pour la RDC durant vos 100 premiers jours à
du ministère. Nous allons passer par le jeu des questions-réponses. Nous allons commencer avec Fabien Lumbala de Télé50. Fabien Lumbala. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'en 3 mois, après la prise des fonctions, est-ce qu'il n'est pas très tôt d'établir un bilan ou de dresser un bilan dans un ministère comme le vôtre, un méga ministère? Je ne parlerai pas de bilan, je suis d'accord avec vous. Je parlerai de l'évaluation. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire? Qu'ai-je fait? Et je suis obligé de rendre compte. Qu'ils vous en souviennent que j'ai commencé mes activités, mon sacerdoce, dans ces ministères, avec fauteuil blanc, où j'ai présenté ce que j'allais faire. Entre ces moments-là et aujourd'hui, qu'ai-je fait exactement? C'est ça la question. Parce que il faut être redevable. Il y a des prétentions énormes. On brasse du vent, on dit qu'on est capable de ceci ou cela et tout ça, mais en même temps, arrive le moment, il faut dire, tiens, maintenant vous avez l'opportunité de pouvoir gérer. Qu'avez-vous fait exactement? Les 100 jours, c'est vrai que c'est une notion assez particulière qui, par rapport au pays doté des possibilités, mais en ce qui nous concerne, il y a aussi une sorte de ligne sur laquelle il faut tracer des points, dire est-ce que j'ai pu atteindre ces points-là ou pas. C'est ça, c'est nécessaire. Si on ne fait pas cet exercice, il est difficile, surtout vis-à-vis de la population, d'expliquer ce qu'on fait exactement. On doit être redevable, dire ce qu'on fait. Être ministre, ne pas dire ce qu'on fait, ce n'est pas normal. Je pense qu'il est recommandé qu'on puisse toujours dire ce qu'on fait, parce que la perception de la population n'est pas toujours précise. Donc, nous sommes là pour pouvoir porter cette précision, même si c'est vrai qu'il faut un peu plus de temps. Mais néanmoins, dans les cas qui est les nôtres, je me suis dit, ça c'est ma façon d'approcher les choses, chaque fois de présenter ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Comme c'est un domaine qui aussi touche à la gestion de conflits, c'est quand même normal que je puisse dire ce que je suis en train de faire. Alors, parmi vos réalisations, il y mentionnait la signature, justement, de l'accord de 600 millions de dollars américains que les États-Unis accordent à la RDC au chapitre de l'aide au développement. Et voilà, c'est la signature qui est intervenue entre vous et l'USAID. Vous connaissez ce qui se passe avec nos partenaires traditionnels. Et vous connaissez qu'aucun pays au monde n'était développé avec l'aide. Alors, est-ce que c'est un motif de fierté, de satisfaction, quand on sait que cette signature est intervenue au lendemain d'un communiqué de Washington qui ciblait 10 pays africains, dont la RDC, interdit de faire les business avec Moscou, avec la Russie. Et on sait que le président était passé par Sochi, au sommet convoqué, donc organisé par Poutine. Et les 600 tombent parce que les Russes avaient proposé 500 millions. Est-ce que ce n'est pas des aides pièges, des aides dictats, des aides contraintes? Est-ce qu'il faut s'en réjouir pour un pays avec multiples défis et qui a besoin de plus? Et quand on sait également que ces aides sont étalées sur autant d'années, et ça tombe comme des gouttes d'eau dans la mer, alors que la misère de votre peuple est plus grande. Et surtout, souvent, quand ils promettent, ils ne réalisent pas. Oui, mais M. Lumbala, c'est quand même paradoxal. Vous posez la question pour savoir si c'est nécessaire d'avoir de l'aide, et puis après vous dites non, l'aide n'est pas suffisante. Finalement, vous voulez l'aide ou vous ne voulez pas l'aide? Bon, dans un premier temps, il faut vous rappeler ceci. Lorsque le pays a connu des problèmes qu'on a connus, ce qui s'est passé aussi en Europe en 1939-1945, l'aide américaine est arrivée avec le plan Marshall. C'est l'aide. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de l'aide? Comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on gère, comment on digère l'aide? C'est ça la question qu'il faut se poser. Premièrement, cette aide ici, c'est un don, ce qui fait qu'on n'est pas lié pour pouvoir rembourser. Il faut retenir ça. Maintenant, il y a deux principes qui aujourd'hui gouvernent l'aide. Il y a à la fois la déclaration de Paris sur l'aide, il y a les programmes d'action d'Accra sur l'appropriation de l'aide. Il s'avère simplement que la RDC, dans certaines situations, a besoin d'être soutenue, comme la plupart des pays sont soutenus. Maintenant, comment est-ce qu'on oriente cette aide? L'appropriation.
J'ai discuté avec les Américains pour faire en sorte que leur conception de l'approche de l'aide ne soit pas figée, mais qui s'ouvre à la déclaration de Paris, au programme d'action d'Accra. Ce qui fait qu'on va devoir orienter cette aide sur des positions très utiles à notre nation, c'est-à-dire à la fois la santé, l'éducation, notamment la formation professionnelle, ce que j'ai fait avec mon ami John Tumba qui a la charge de ces ministères, pour faire des incubateurs autour des écoles professionnelles. C'est nouveau. Ça veut dire quoi exactement? L'aide américaine qui peut être à hauteur de 200 000 $ ou 50 000 $, non pas très loin, pour une école professionnelle vétérinaire. Cette aide-là est accordée aux 2 dernières classes, de sorte qu'ils puissent avoir du matériel et des produits permettant qu'au terme de la formation, ces jeunes gens soient entrepreneurs tout de suite. Ce qui fait l'appel d'air de l'environnement immédiat pour la production. Vous faites ça sur le plan agricole, c'est beaucoup plus pratique pour expliquer. Parce que si on donne 2-3 tracteurs à une institution agricole professionnelle, au départ de cette aide-là, vous en faites de l'or par la suite. Pourquoi? Parce que ces jeunes gens qui, pour l'essentiel, vont dans les milices et faire autre chose, ou cherchent à aller creuser du diamant, je parle ici d'Espace Kasaï, vont être concentrés à travailler la terre avec du matériel moderne et produire un peu plus, subvenir aux besoins à la fois qui sont les leurs et de leur environnement immédiat. On ne peut pas accepter que la RDC, terre des prodiges, d'une fertilité absolue, terre des talents, ne soit pas en mesure de produire du maïs pour couvrir ses besoins alimentaires. Mais parce qu'on s'est tourné vers autre chose. Il faut essentialiser l'aide et l'orienter sur des positions dont on estime que ça produit des effets et ça contamine positivement l'espace dans lequel on se trouve. C'est une autre approche. Puisqu'il ne suffit pas d'avoir des milliards, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces milliards-là? Je vous dis qu'on peut transformer avec très peu. Vous savez, Tchekhov dit ceci, dans un texte magnifique, il dit « Connaître l'argent, c'est apprendre à tordre un kopek pour en faire un rouble. » Un kopek, c'est le 10e du rouble, la monnaie russe. Lorsque vous avez compris comment est-ce qu'on tord un kopek pour en faire un rouble, vous avez l'essence de l'argent. Il ne faut pas voir les masses énormes avec des conditionnalités extraordinaires. Il faut voir comment vous utilisez ça sur les terrains. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais l'octroi de ce don va s'étaler sur combien d'années? Nous avons 600 millions avec les Américains sur 3 ans. Donc, ce qui fait 200 millions par an. Maintenant, nous allons réorienter et revoir la cartographie de l'affectation de l'aide selon les besoins qui sont les nôtres. Parce qu'il y a l'appropriation de l'aide qui exige qu'on puisse parler aux partenaires pour dire vous avez prévu de partir à tel endroit, c'est déjà occupé par d'autres personnes ou nous-mêmes avons affecté les budgets de l'État à cet endroit-là. Et quelles sont les préférences des donateurs? Malheureusement, la plupart des donateurs, pour l'instant, sont focalisés dans la partie Est. Parlons de la partie américaine. Non, la plupart, je dirais quasiment 90% de ceux qui viennent sont dans la partie Est ou dans les périmètres où il y a des minerais. Malheureusement, c'est une focalisation particulière dans ce domaine-là. Malheureusement, je ne cesse de répéter aux uns et aux autres. J'ai eu la chance extraordinaire d'évoluer au ministère de la Coopération pendant des années. J'ai vu que chaque fois que ça venait, c'était dans la partie Est. Pour autant, ça n'a pas résolu un certain nombre de problèmes. C'est ça qu'il faut aussi regarder. Parce que vous parlez de la partie Est du Congo, effectivement, vous faites, en introduction, vous avez fait référence à l'aide qui a été accordée après la Deuxième Guerre mondiale à certains pays comme l'Allemagne. Est-ce que pendant que les FARDC sont en train de chercher à pacifier l'Est du pays en éliminant, éradiquant les groupes armés, est-ce qu'on ne peut pas appliquer le plan Marshall au niveau de votre ministère? Quel est le discours que vous pouvez amener auprès des partenaires afin que ces jeunes, une fois démobilisés, on peut dire désarmés, ne puissent plus rentrer dans la brousse pour aller chercher la survie? Le plan Marshall, est-ce qu'il peut être d'application dans l'Est du Congo? Le plan Marshall au sens de l'argent, c'est une chose. Mais ici, par rapport à l'Est, je ne pense pas qu'on puisse parler du plan Marshall. Je suis en train de discuter, de solliciter l'approbation du chef de l'État et du gouvernement
pour faire un forum sur l'intégration régionale dont les sièges seraient la partie Est. Avec les partenaires, il y a une situation particulière que je ne cesse de rappeler aux uns et aux autres, surtout aux Américains. Il y a la loi qu'on appelle la loi Dodd et Frank. C'est une disposition qui est sur la fiscalité américaine, qui date de plus ou moins 10 ans, pardon, qui travaille sur la traçabilité de toutes les matières premières qui viennent des zones de guerre et l'impossibilité de les mettre sur le marché. Il s'avère simplement que ces Américains sont dans de très bonnes relations avec certains pays de la région qui profitent de tout ce qui se passe dans la partie Est en termes d'évacuation des matières premières des zones de guerre. Il suffirait qu'on puisse dire on applique cette règle-là dans cet espace-là, que ces matières premières ne soient plus sur le marché international. C'est possible. On ne demande même pas les plans Marshall, comme vous sollicitez. C'est simplement d'appliquer des règles qu'eux-mêmes ont confectionnées. Ces règles nous serviraient immédiatement. D'où, lorsqu'on se mettra en devoir de faire cette activité dans la partie Est, j'inviterai aussi la partie américaine pour participer, entendre ce qu'on a envie de dire par rapport à ça. Puisque ces entreprises, malheureusement, qui veulent récupérer des matières premières par des moyens détournés, pourraient les avoir facilement en commerçant honnêtement, à moindre coût, sans que ça nous coûte aussi des vies. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons les terrorismes installés qui perturbent encore un peu plus ceux qui n'avaient pas calculé ça. Aujourd'hui, ADF Nalou est devenu une des branches de l'État islamique, dont l'obédience couvre la partie, donc ça passe de l'Ouganda en passant par la Somalie. Aujourd'hui, ils sont installés au Yémen. C'est-à-dire qu'il y a une relation précise aujourd'hui avec le Yémen. C'est vous dire à quel point c'est très grave. On voit tout doucement la prolifération des mosquées salafistes qui s'installent ici et là en RDC. Ce n'est pas bon. Ils ont pensé pouvoir peut-être protéger certains pays, mais au détriment de l'essentiel, c'est-à-dire de la paix planétaire. La RDC, c'est un pays particulier. Il me semble que les partenaires doivent avoir une approche aussi particulière. Monsieur le ministre Fabien, vous venez de poser une question. Est-ce que ce dont ne sont pas des pièges? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est plus focalisé dans l'Est du pays. Non, je dis pas. Et en plus, monsieur le ministre, vous voyez que c'est une sorte de dictat. Nous sommes au stade où, à l'époque du multilatéralisme, nous devons choisir avec qui nous devons marcher et de manière souveraine, indépendante. Est-ce qu'il appartient à un partenaire, quelle que soit la somme qu'il nous accorde sans remboursement, de nous imposer, par exemple, que nous ne devons pas coopérer avec Moscou, nous ne devons pas coopérer avec tel ou tel pays? Est-ce que ce temps n'est pas révolu quand même? Et vous avez accepté cette aide sous ce dictat-là, comme ça. Aucune réaction au gouvernement central, aucune réaction vis-à-vis de ce communiqué de Washington, monsieur le ministre. Monsieur Lumbala, vous professez ce qui n'est pas juste du tout. Qui vous a dit Il y a eu quelle réaction? Parmi les 10 pays qui sont interdits de faire les affaires avec Moscou, il y a la RDC. Non, attendez. Les chefs de l'État s'est déplacés à Moscou. Nous avons une relation avec Moscou. On n'a pas interrompu nos relations avec Moscou. Ce que vous dites n'est pas vrai du tout. Mais on vous défend de faire les affaires, les business avec Moscou. Mais non, mais c'est faux et archi-faux. On ne défend pas de faire des affaires avec Moscou. Qui vous a dit ça? Vous savez, il y a l'opinion de la rue qui ne doit pas être aujourd'hui l'opinion biblique. Il faut faire attention avec ça. Vous voyez les États-Unis dire, voilà, on vous défend de faire le commerce avec un pays membre du Conseil de sécurité. Par quel mécanisme? Qu'ils puissent dire, nous souhaiterons plutôt faire avec vous qu'avec les autres, on peut le comprendre. Mais je vous signale que la Russie est membre du Conseil de sécurité. On ne peut pas décider en disant, voilà, ne faites pas commerce avec le... Et non, c'est pas possible, il ne faut pas rêver. Alors ce communiqué, c'était une sorte de fake news sur la toile. Il faut vérifier vos sources. On ne peut pas. De toute façon, l'OMC ne permet pas ça. L'OMC ne permet pas ça. Nous sommes tous membres de l'OMC. Vous ne pouvez pas dire au niveau de l'OMC qu'on défend à un pays tel de faire comme ça avec tel. Non, à part les pays qui sont soumis aux embargos par rapport à certaines situations particulières, notamment le terrorisme, il est impossible. Les règles
internationales ne permettent pas qu'on puisse faire ça. C'est un rêve absolu. Ce sont des fake news. On ne peut pas dire au niveau de l'OMC qu'on a décidé. Les États-Unis décident qu'à partir d'aujourd'hui, tel pays et tel autre ne peuvent pas commercer. Sur quel fondement? Nous fonctionnons sur la base des règles internationales, pas sur les sentiments ou sur la puissance pure. Quoique la puissance puisse être d'une manière ou d'une autre prise en compte, mais simplement, vous devez retenir que les règles d'abord. Monsieur le ministre, est-ce que votre ministère parvient-il à porter la voix de la RDC et à se faire entendre? Il me semble que jusqu'aujourd'hui, on a eu des satisfaits à ce niveau-là. On a dit qu'effectivement, on parlait. J'ai fait la diplomatie au développement, ce qui fait qu'il y a une approche tout en rondeur, mais on fait entendre notre voix. Dernièrement, par exemple, je pense qu'on va y revenir par rapport à l'histoire de la francophonie, il y a un certain nombre de pays, notamment ceux de l'Occident, qui n'étaient pas d'accord du tout à ce qu'on tienne les Jeux en RDC. Si je ne pouvais pas faire entendre la voix de la RDC, on n'aurait pas eu les Jeux. Je suis parti à Monaco, j'ai défendu la RDC, nos positions, et on a obtenu que les Jeux se tiennent en RDC. Ce qui fait que notre voix a été entendue. Paulette Kimuntu. Monsieur le ministre, vous avez parlé du Congo bashing. C'est vrai que vous avez dit que la plupart de nos compatriotes n'exaltent pas la RDC. Est-ce que vous devez vraiment leur en vouloir, vu tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo? On se réveille le matin, c'est vrai que c'est peut-être pas dans votre domaine, tout ce qui se passe dans les assemblées provinciales, tout ce qui se passe ailleurs. Comment vous, les autorités de notre pays, qui tenez en main les destinées de notre pays, les destinées de nos enfants, vous-même, vous vendez mal l'image, vous-même, vous vous comportez mal et vous voulez que nous, compatriotes, nous vous appuyions? Sur ce plan, une sorte de morale politique éventuelle ou l'évaluation de la morale politique, je pense qu'on peut peut-être faire deux pas en arrière, regarder ce qu'on a fait. On a fait Sun City. Sun City a voulu calmer les choses, mais tout en ouvrant la boîte des Pandore par rapport aux mécanismes dont on n'avait pas la maîtrise. La démocratie à tout va. J'ai dit plusieurs fois qu'il fallait réformer cette constitution, qu'on la mette en adéquation avec nos possibilités. Si vous regardez bien, les assemblées provinciales servent à quoi exactement aujourd'hui? Ou depuis que ça commence, ça sert à quoi? Aux motions de défiance et à toutes ces choses-là. Mais sur le plan pratique, en termes de production des dits qui modifient la vie des gens, qu'est-ce qu'il y a eu comme production essentielle sur la République? On ne les sent pas du tout. Pas grand-chose. Ce qui fait qu'on doit se regarder en face, dire, voilà, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, parce qu'on n'est pas en mesure de pouvoir régler nos problèmes avec ça. Aujourd'hui, tout le monde va vers la Chine, qui n'a pas tous ces mécanismes-là. On copie des choses dont on n'a pas la mesure, on ne maîtrise pas du tout. Moi, je pense, et je défends, j'ai même théorisé là-dessus, l'idée selon laquelle, au niveau de nos provinces, il serait utile qu'on puisse commencer à nommer les gouverneurs. Comment on fait? On crée, le ministère du Plan devient les commissariats généraux au plan. On y positionne des scientifiques qui travaillent sur des mécanismes sur 5 ans, sur 10 ans, comment est-ce qu'on peut se développer. Dès lors qu'on a un plan de développement structuré sur l'étendue du territoire, province par province, maintenant on regarde les profils des gens qui ont la capacité de pouvoir appliquer ça sur le terrain, province par province. Ils passent devant une commission, on les écoute, ils défendent. Leurs dossiers sont observés ou regardés au Conseil des ministres, après ça passe devant les parlements. Vous passez devant les parlements, vous dites, si vous avez 5 ans à gérer les Congo central, vous faites comment pour appliquer ces plans-là et produire des effets? Vous nous expliquez vos capacités par rapport à ça. Vous dites, voilà, dans tel domaine, de l'agriculture, je ferai ça. Les centres de... Permettez juste... Les centres de recherche appliqués au fondamental me serviront à faire ça, ça, tout ça. La coordination entre les territoires. Il faut être en mesure de pouvoir expliquer ça. Donc, au bout de 5 ans, je pourrais dire, voilà, j'ai atteint. Et puis, en plus, avec une évaluation chaque année. Si on fait ça, on se développe tout de suite. Mais le gouvernement avait promis d'évaluer les gouverneurs tous les 3 mois. Vous savez, Madame Kimuntu, le souci, c'est quoi? Lorsque vous avez mis en place un mécanisme de démocratie, on est redevable devant le peuple
pas devant quelqu'un d'autre. Et très souvent, comme on sait très bien que l'histoire des élections chez nous, comme ça s'est passé, les grands électeurs, il faut payer pour qu'ils puissent voter pour vous. Donc c'est celui qui a l'argent qui obtient un suffrage. Et on le sait. Ayons le courage de voir les reflets dans le miroir de ce que nous faisons de mal. On a vu ça ici à Kinshasa, où les partis aussi importants qu'ils déplacent n'étaient pas en mesure de pouvoir lever juste un sénateur avec 12 ou 13 députés provinciaux. C'est catastrophique. Donc la loi de l'argent a supplanté. En fait, on a confondu démocratie et la puissance financière. Ce qui se passe, pour l'essentiel, à ce niveau-là, j'entends bien, c'est la puissance financière. Et c'est indigeste dans une république. Je peux prendre la partie déjà pour les Jeux de la francophonie. Oui, allez-y avec les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, sur la toile, d'ailleurs, j'ai partagé avec Blaise Aïnda, mon confrère, vendre l'image d'un pays. Aujourd'hui, le décret est déjà signé, hein, j'ai vu par rapport à la francophonie. Mais aujourd'hui, sur la table, ce qui nous a fait tous bondir, c'est ce partenariat qu'a signé. Moi, j'aime bien le Rwanda, parce que ça fait toujours mal quand on parle du Rwanda. Le partenariat qu'a signé le Rwanda avec Paris Saint-Germain. Ça avait commencé avec Arsenal à l'époque, et aujourd'hui c'est avec Paris Saint-Germain. On voit les grands joueurs de ce monde parler du Rwanda, les images, les belles images du Rwanda. Est-ce que vous avez aussi prévu quelque chose de comme ça pour la francophonie, faire participer le grand de ce monde, pourquoi pas de chez nous, faire des belles images comme ça pour vendre notre... Parce qu'en tout cas, quand on circule dans la toile, la RDC, je vous dis, c'est pas beau à voir. Il n'y a que Ebola, il n'y a que les massacres, il n'y a que les femmes violées, il n'y a rien de beau à voir en RDC. Mais quand on parle du Rwanda, je vous assure, je ne sais pas si vous avez vu les images, monsieur le ministre, ça fait rêver. Est-ce qu'il est prévu des mécanismes pour redorer l'image de la RDC? Quels sont les mécanismes? Surtout pour les Jeux de la francophonie, vous allez prendre qui pour redorer l'image de la RDC? Je suis congolais, pour moi, les pays que vous citez, ce n'est pas l'horizon indépassable. La RDC est le centre du monde. La RDC est l'avenir du monde. La RDC est les talents, la pépinière du talent du monde. La RDC, c'est un pays béni comme aucun autre pays. Il n'y a pas plus de talents sur la planète au supérieur à la RDC. La RDC est l'inventeur des mathématiques, madame. On peut tout faire, mais on n'arrive pas à ce niveau-là. On nous arrive pas à la cheville. Les bâtons du Shango, c'est la RDC. On sait. La RDC, c'est ce pays... Beaucoup ne le connaissent pas. Hein? Oui, oui, mais écoutez, c'est-à-dire, puisque vous avez parlé du côté sombre de la RDC, je vous donne le côté positif, hein, lumineux de la RDC. Voilà. Je suis congolais, fier de l'être, c'est une chance extraordinaire pour moi, c'est une bénédiction de l'être. J'ai parlé du Shango, j'ai parlé de cette ceinture extraordinaire en matière première qui nous entoure, les bassins du Congo avec nos forêts. Personne n'a ça. Vous faites les tours du monde et tous ces pays dont vous citez là et tout, ils n'écoutent que la musique congolaise, pas leur propre musique, ils sont incapables, c'est indigeste chez eux. La nôtre, c'est ce qu'on Mais la consomme. rumba devait être classée parmi le patrimoine de l'UNESCO. On ne se bat même pas pour Voyez-vous, ça. à peine je commence à parler, vous vous associez à moi. C'est vous dire... Battez-vous pour la rumba, que ce soit un patrimoine... C'est pour vous dire qu'effectivement, vous avez quelque chose de merveilleux. immatériel. C'est cette histoire d'avoir le diamant entre ses mains, tant qu'on n'a pas pu enlever la gangrène au-dessus, on ne sait pas que c'est le diamant. Nous sommes ces diamants-là. Madame, nous sommes ces pays qui fait que demain, le monde entier sera à nos pieds pour la simple raison que notre cobalt va remplacer le pétrole d'ici 15, 20, 30 ans. Et que nous prendrons la place de tous les pays membres de l'OPEP. Ce n'est pas un pays comme les autres. Et par conséquent, il suffit d'abord de commencer par être fier de soi. Faire voir ce qu'on a de bien. Nous sommes les promoteurs de ce qui va mal en RDC nous-mêmes. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous êtes vous-même les promoteurs de ce qui va mal? Ce qui va bien, vous n'en parlez pas. À commencer par les autorités. Ne monsieur, pas. Oui, mais à attendez. commencer par vous, les autorités. Monsieur Mouyembe vient de faire un vaccin contre l'Ebola. Normalement, c'est un prix Nobel, ça. Contre l'Ebola. Mais vous avez permis... Madame, vous dites que la RDC ne marche pas. Je suis en train de vous faire un chapelet d'éléments qui montrent que la RDC est au top. Oui. Mais simplement, on n'en parle pas bien. Oui. Parce et monsieur le ministre... Notre stand n'existe pas à Madrid. À la grand-messe du climat, notre stand n'est même pas payé. Monsieur Lumbala. Est-ce que le ministre, votre collègue de l'Environnement et Développement durable, est-ce qu'il y est allé? Est-ce que l'argent est sorti? Pourquoi il y a lourdeur dans le décaissement? Nous sommes absents, leaders dans le bassin du Congo, absents
de ce sommet, donc absent de ce grand rendez-vous de Madrid. Monsieur le ministre, ce que vous dites, c'est bien beau, ça rime bien, mais dans la praxis, on ne le sent pas. Vous êtes dans le gouvernement, mais on ne sent pas cette cohésion, on ne sent pas cette harmonie, on ne vous sent pas. Il n'y a que les petites assemblées provinciales qui vous malmènent au niveau national. Alors, quelle est cette république avec toutes ces richesses, une chose à l'autre. Un homme en richesse, mais incapable de vendre ces richesses au monde. Monsieur Lumbala. Ça devait commencer par Madrid, monsieur le ministre. Non, mais je peux vous répondre assez rapidement. Et vos apaisements, calmez-vous, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ici, je viens de vous faire la démonstration des choses que vous n'avez pas contestées. Mais vous revenez sur vos positions parce que c'est dans l'air du temps. La RDC, vous êtes Congolais, vous avez l'habitude de pouvoir attaquer sans cesse, y compris quand on fait la démonstration de ce qui marche, ça ne vous bouge pas, ça ne vous bouscule même pas. Mouyembe, je vous ai parlé, vous n'avez pas cité. On est, c'est quoi, COP 25 aujourd'hui. Dites-moi, les Américains ont fait quoi sur le COP 24? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retirés. Ils sont retirés. Les fonds verts, qui les consomment aujourd'hui? Ce n'est pas décaissé. Vous savez, il y a des messes comme ça qui sont juste des fêtes et rien dedans. La RDC vient d'organiser des élections sur fonds propres, ce qui fait que nos caisses ont été secouées, très secouées. Être convaincu d'aller à une activité, c'est nécessaire, tout à fait, je veux qu'on soit là. Mais il y a certaines réalités qui peuvent empêcher. Parce qu'après tout, les conclusions de toutes ces rencontres tonitruantes donnent quoi exactement en termes pratiques? Pendant qu'on était en train de parler de l'histoire des COP 24, la France s'attaquait au Brésil en train de brûler ses forêts. Qui vous en souvient? Est-ce qu'on a modifié les choses? Non. Pendant qu'on était en train de parler de COP 24, on reproche à la Chine de continuer à polluer massivement. Elle dit, je ne veux pas arrêter parce que j'ai encore de développer, atteindre le niveau des autres. Pendant ce temps-là, M. Trump a remis en place les mécanismes de la production de l'énergie sur le charbon. S'il vous plaît, ne vous contentez pas d'applaudir des choses sans pourtant aller en profondeur. Allez un peu en profondeur pour voir de quoi s'agit-il. Ça soit en tire profit. Le voisin, il en tire profit, il est sur place. Et vous l'avez vu, avec son avion, il a débarqué là. Il en tire profit. Et pourtant, nous sommes les leaders. Mais leaders en carton. Le Congo-Brazzaville à côté, il en tire profit. Nous, on tire quel profit? Nous restons dans les discours. Ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Ce que vous faites à la fois des reproches et vous autoflagellez à la fin de votre phrase. Nous sommes en carton. Mais leader en carton. Vous savez, les forêts sont les nôtres. Les forêts sont les nôtres. Les tourbières, c'est nous qui les avons. Il suffit qu'on décide demain qu'on secoue les tourbières qui se trouvent dans les Maïndombe. C'est une catastrophe. Donc nous agissons à notre façon, à notre rythme peut-être. Ça ne vous convient pas, je peux comprendre. Mais arrêtez de vous autoflageller sans cesse. Parce que sortez un peu de ces discours-là. Je ne vous ai pas encore entendu faire ne fût-ce que un discours allant dans le sens de pouvoir redorer le blason de la RDC. Jamais. Et justement, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez faire pour redorer l'image de la RDC durant les Jeux de la francophonie? Vous n'avez pas répondu à cette question. Mais je vais y répondre puisque entre-temps, il était sur la bonne voie. Alain, il était sur la bonne voie. Mais oui, non, laissons le ministre répondre. Le Brésil laissons le ministre agite répondre. La menace. On lui apporte des millions Monsieur et des milliards. Répondez. Mais nous, quand on crie, on ne nous écoute pas. Qu'est-ce que vous allez faire pour redorer l'image, surtout durant la francophonie? On est sur la francophonie. Il m'en souvient qu'en 1974, beaucoup d'entre vous étaient encore très jeunes, moi j'étais aussi jeune, mais bon, beaucoup n'étaient pas nés. La France voulait absolument, à travers notamment un acteur de cinéma, abriter les combats de boxe à Lee Foreman. Ça n'a pas été le cas. La RDC, les Zaïre à l'époque, a obtenu d'abriter ces combats du siècle passé, qui est resté dans les annales, qui ne bouge toujours pas. Congo-Kinshasa. Lorsque le Canada Nouveau-Brunswick a décidé d'abriter les Jeux, on lui a confié après la Côte d'Ivoire. Au bout de 2 ans, pour des raisons qui leur sont propres, on parle des raisons politiques, ils n'ont pas été en mesure de pouvoir abriter.
Ils sont désistés. La RDC a accepté de prendre. Le chef de l'État a dit, on prend. Les principes, c'est que ça doit se faire sur 2 ans, sur 4 ans plutôt. Nous, on va le faire sur moins de 2 ans. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays particulier, avec des compétences particulières, avec un talent particulier, avec la capacité particulière des rebondissements. Vous allez voir à partir du mois, ici, vers la fin du mois, et début du mois prochain, dans quel type d'activité on sera. Au moment où je vous parle, j'ai des demandes tous azimuts qui viennent du monde entier par rapport à la participation à ces Jeux. Lorsque j'ai fait ma présentation à Monaco, personne ne s'attendait à ça. Parce que beaucoup comme vous, comme certains Congolais, sont habitués à critiquer la RDC, jamais voir les talents congolais. Nous avons le talent. Nous avons un potentiel extraordinaire qu'il faut mettre en exergue, sans cesse. Et on va profiter de cette occasion. Vous aurez chaque semaine un des ministres membres du bureau, notamment la jeunesse et les sports, la culture, la recherche scientifique, communication, qui seront là, en train de parler de leur domaine, en train de présenter les profils les plus réluisants de ce que nous sommes, de sorte à faire venir vers nous ceux qui veulent absolument nous voir autrement que ce que nous sommes. Ceux qui sont aujourd'hui dans votre disposition particulière de pouvoir taper sur la RDC. On doit sortir de là. Il y a du talent et ces talents-là doivent produire ses effets. On y a même introduit pour votre information, même les Nzango étaient introduits. Les Nzango. Les Nzango sera introduit. C'est pour vous dire, des jeux normaux qu'on est habitué à faire, le football, ceci et tout ça, les judo, mais il y aura aussi les Nzango en particulier. On aura l'occasion de pouvoir fédérer toute la République autour de ces jeux. Ce sont les instants des communions. Et c'est essentiel pour une nation. Pour la grande santé d'une nation, c'est essentiel. Sortez un peu de votre coquille. Mais la com sur ça n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé le matraquage sur le jeu. On ne vous sent pas sur la toile. Moi, je vis sur la toile, permettez l'expression, mais on ne sent pas. Madame, pas des moyens pour ça. Mais non, attendez. Les travaux, le lancement des travaux commenceront l'année prochaine, en 2020. Il faut qu'on matraque sur la toile. Si on peut accorder la parole à Blaise Zaïnda. J'ai répondu sur cette question-là. Mais vous savez, chaque chose a son temps. Il s'avère simplement que les textes auxquels vous avez fait référence, qui donnent les là pour commencer les Jeux, a été signé le 25 novembre. Donc, je signe avant, et puis les chefs du gouvernement signent, parce que c'est lui qui a l'autorité sur les textes. C'est le 25 novembre. Vous voulez déjà qu'à partir du 25 novembre, aujourd'hui, on soit déjà en train de matraquer? Non. Il y a aussi l'autorité suprême de la République, c'est-à-dire le chef de l'État, qui doit donner les là. Il y a à respecter les règles. Soyez un peu patient, attendez un peu. Vous allez suffoquer de nos attaques quasi militaires chaque jour à la télévision. Vous me connaissez, Madame Blaise Zaïnda. Vous savez très bien qu'on communique. On a quand même un petit talent en termes de communication. Donc, Blaise Zaïnda. Monsieur le ministre d'État, heureusement, je pense qu'entre-temps, on aura trouvé de solutions avec Kin Bopeto, si je ne me trompe pas, avec toutes ces eaux que l'on rencontre dans la capitale. Sinon, on risque de vivre l'hécatombe avant les Jeux. Monsieur le ministre, j'aime beaucoup une expression que vous aimez sortir, le nanisme. Vous ne voulez pas que la République démocratique du Congo draine dans le nanisme. C'est la raison pour laquelle vous avancez que nous embrassions la CPGL, la CIRGL, SADC, ainsi de suite. Mais nous avons des problèmes de cotisation pour les organisations qui existent déjà. On parle de la CIRGL, il y a, je crois si je ne me trompe pas, 450 000 $. La CPGL, on parle de 500 000 plus 110 000 $ et tout ça. Vous êtes en charge de préparer les commissions mixtes, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes à l'aise lorsque vous prenez votre avion et vous descendez dans un pays où se tient un forum ou un sommet et vous vous rendez compte que nous avons encore des cotisations qui ne sont pas payées? C'est gênant, monsieur Mandjolo, vous qui êtes un homme racé et qui aime la vertu et la raison. C'est toujours l'image de la RDC. Je vous l'accorde pleinement. Mais lorsque je suis arrivé aux responsabilités dans ces ministères, je savais que c'est une situation qui a toujours été difficile. Parce que nos revenus étant assez modestes dans certaines rubriques, il était nécessaire de trouver des palliatifs. J'ai proposé au gouvernement
Et j'ai été appelé par les premiers ministres devant des comités de conjoncture pour défendre les dossiers. Il s'agit de quoi exactement? De trouver des ressources alternatives pour participer utilement à toutes ces organisations qui sont d'une importance capitale pour nous. Il ne faut pas se leurrer, d'une importance capitale. Si on n'avait pas été membre de la plupart de ces structures, on aurait aujourd'hui démembré la RDC. Je devais vous le dire. Maintenant, vous avez raison de dire qu'effectivement, il faut un effort pour rencontrer la préoccupation première de notre pleine participation à une communauté économique régionale. Il y en a 3, c'est la SADC, CEAC et le COMESA. Nous avons l'obligation d'être à jour avec nos contributions. J'y travaille, j'ai obtenu gain de cause auprès du chef du gouvernement et du comité de conjoncture. Ça passera au prochain conseil pour pouvoir avoir la décision, parce que j'avais déjà obtenu ça, de sorte à ce que dans les tout prochains jours, disons à l'horizon premier trimestre de 2020, je pourrai avoir des ressources propres, directes, qui serviront à couvrir tous ces besoins-là, y compris à être à temps à tous les forums, c'est-à-dire qu'à toutes les manifestations, toutes les conférences, toutes les réunions en dehors du pays. Ça a été accordé, je pense que c'est une nouveauté qui n'existait pas avant et qui, aujourd'hui, nous permettra de pouvoir rencontrer ces préoccupations qui sont totalement légitimes, je suis d'accord avec vous. On évoque la ratification de ce qu'on appelle le protocole de défense commune au niveau de la SADC. Je rappelle, vous l'aviez dit plusieurs fois, que même la brigade d'intervention est née d'abord de la SADC, et puis la MONUSCO, l'ONU, les Nations Unies ont adopté la structure pour l'appliquer au niveau de la partie est du pays. Les M23 sont partis, oui c'est vrai, maintenant il y a du boulot avec les M23. Mais j'ai une préoccupation, monsieur le ministre, j'ai suivi votre documentaire avec beaucoup d'attention. Vous parlez de Lumumba, vous parlez de M. Laurent-Désiré Kabila, vous parlez des personnes qui ont défendu les valeurs congolaises, mais il est aussi de ces nations qui nous ont aidés à défendre ces valeurs, entre autres le Zimbabwe. Je ne vous sens pas parler du Zimbabwe qui, visiblement, broie du noir en ce moment. Lorsque vous êtes dans des forums, vous ne parlez pas assez du Zimbabwe qui nous a pourtant aidés et maintenant qui est en train de passer des moments difficiles et vous êtes silencieux, curieusement. Silencieux, je veux dire, ça dépend de quoi il s'agit-il. De quoi devons-nous parler du Zimbabwe? Ils ont eu des périodes très difficiles sur le plan politique qui sont en train de pouvoir surmonter. Aujourd'hui, ils avancent. Ils ont une période difficile sur le plan financier. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup au niveau de l'Afrique et à travers le monde, y compris nous. Pour l'instant aussi, nous rencontrons certaines difficultés. Vous venez de dire ici qu'on n'a pas pu participer à certaines activités parce que sur le plan financier, on avait des soucis. On n'arrive pas à pouvoir rencontrer les préoccupations de nos participations effectives dans les CER parce qu'on ne paye pas. Ben, on a aussi des problèmes. Mais simplement, cette amitié-là, elle est profonde, elle est réelle. C'est pour ça d'ailleurs que, à la mort de M. Mugabe, j'avais personnellement été envoyé par le chef de l'État avec le vice-ministre de l'Intérieur pour aller voir. Mais qu'on puisse un peu recentrer nos activités au niveau interne, qu'on s'organise, je pense qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour se stabiliser au niveau interne, voir venir, et maintenant reprendre nos activités réellement. Je peux promettre ici qu'à partir de l'année prochaine, il y aura une visibilité précise dans tous les secteurs. Parce que non seulement, en ce qui me concerne personnellement, j'aurai les moyens de pouvoir, de ma politique, au sens où je viens de le dire ici, avec les ressources alternatives, mais en plus de ça, je pourrais apporter des conseils, mais précis, pas forcément précieux, ça dépend de celui qui reçoit les conseils, au chef de l'État et au chef du gouvernement sur cet espace des freedom fighters de l'Afrique australe, dont un des piliers est le Zimbabwe. C'est très important de garder une relation particulière, amicale et fraternelle avec le Zimbabwe. C'est capital. Le Zimbabwe nous a sauvés du démembrement. Et c'est vraiment important. On doit se les rappeler sans cesse. Ce type d'amitié, de fraternité, on ne les brise pas. Mais nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de rencontrer leurs préoccupations de manière totale, mais il y a moyen aussi de pouvoir juste les soutenir. On a de très bonnes relations. Moi, avec les ministres qui est en charge de l'intégration, on a de très bonnes relations, on s'appelle, on discute. Mais je pense que bientôt, avec la réunion notamment de la SADC qui est prévue pour l'année prochaine, les conseils des ministres pour l'intégration, on en parlera. S'ils ont des besoins précis, parce que là, jusque-là, sincèrement, je n'ai pas eu une demande allant dans le sens de voilà, aidez-nous sur ceci ou cela. Je n'ai pas eu ça.
Si jamais j'avais ce type de demande, je défendrais ça auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement. Il en a parlé aux Nations Unies. Oui, mais bon, ça c'est aux Nations Unies, ça c'est une autre option, mais je parle de nous en tant que frères. En tant que frères, s'ils viennent vers nous pour solliciter des choses précises, je défendrai ces positions-là dans la mesure du possible, dans la mesure de nos moyens, je défendrai ces positions-là parce que c'est quand même un pays ami, frère, donc c'est important. Une petite préoccupation avant que je ne passe la parole à ma grande consoeur Nancy. Monsieur le ministre, je voudrais peut-être vous soumettre une petite... Moi, je vous reçois très souvent. Je sais que vous êtes quelqu'un qui adorait ce que vous appelez la vertu, la raison. Vous êtes écrivain, vous êtes rationnel. Mais comment, je n'arrive pas, je tombe presque des nues quand je vois un Guillaume Mangiolo dire qu'en 2 ans, on peut réaliser les Jeux de la francophonie, alors que vous, généralement, vous aimez la préparation, une structuration. Mais quelle est la mouche que vous appliquez, monsieur le ministre? Serons-nous prêts en 2021? Ouais, puisque vous dites que je suis rationnel, merci déjà de ces compliments, ce qui fait que ma démarche est rationnelle. Les Jeux demandent quoi? L'espace et quelques édifices. On a beaucoup d'édifices qu'il faut juste rafraîchir et très peu à construire. On doit abriter 3500 jeunes. Il nous faut, par rapport au temps qui nous reste, des préfabriqués. En 12 mois, on peut atteindre ce niveau-là. Sur les plans financiers, il y a des mécanismes précis qui s'organisent. Lorsqu'on est gestionnaire dans les cas de la RDC, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit au budget, on a prévu au budget 2020, 2021, des sommes aussi bien pour les ministères de la jeunesse, celui en charge du sport, moi-même, culture, enquête scientifique, du budget. Ces budgets-là peuvent être portés en garantie auprès des banques qui vont négocier pour certifier ça auprès du ministre des Finances et du Budget, de sorte à ce qu'ils nous décaissent en avance des sommes qu'on devra utiliser immédiatement pour faire tous ces offices-là. C'est la pratique habituelle du management. Et c'est ce qu'on va devoir faire maintenant. Parce que ce qu'on a à faire n'est pas important. Dites-vous bien qu'il y a eu 3 ou 4 commissions qui sont venues de Paris ici pour vérifier si nous étions en mesure de pouvoir abriter dans ce délai-là. Ils ont dit oui. Mais comment voulez-vous qu'on vous dise oui? Par ceux qui vérifient, par les inspecteurs de l'OIF, et que vous dites non. Mais ce n'est pas possible. Et ils viennent vous dire, oui, effectivement, vous êtes en mesure de pouvoir le faire. Non, si, voyez-vous? Donc, cette rationalité me pousse à pouvoir dire, tous ces éléments ont été réunis. C'est pour ça qu'on a obtenu satisfaction auprès de l'OIF. Merci Alain. Monsieur le ministre, juste un petit commentaire par rapport aux cotisations. Avant de poser ma question, j'ai assisté à des réunions de la SADC et du COMESA et consorts. J'ai vu comment on traite les pays qui ne sont pas en ordre de cotisation. On vous prive de papier, vous n'avez pas droit, ne serait-ce qu'à de l'eau. Donc c'est vraiment ridicule. J'espère qu'on évitera ça à la RDC. Surtout que nous allons, le pays va prendre la présidence de la CIRGL par exemple. Il faudrait être un élève modèle. Voilà, ma question. À votre actif, durant ces 100 premiers jours, on compte également le processus d'adhésion de la RDC à la East African Community, la EAC. Et donc ma question est toute simple. Ces pays qui nous entourent sont réputés producteurs des matières premières dont ils ne disposent pas naturellement. Vous ne pensez pas qu'à travers cette décision, vous formalisez en fait le pillage des richesses de la RDC? Oui, le chef de l'État a émis le vœu d'adhérer à cette communauté. Lorsque le chef décide de cette façon-là, il appartient à son conseiller de matière, c'est-à-dire c'est lui qui est le ministre qui est en charge de l'intégration, de lui présenter les tableaux, les pour, les contre, quels sont les mécanismes pour pouvoir répondre à sa préoccupation. C'est ça mon travail. Et vous l'avez déjà fait? Oui, qu'est-ce que la République démocratique du Congo y gagne? Ma question est simple, on formalise des pillages de richesses. Et en plus des terroristes qui pilulent de j'ai même pas fini encore la strophe qui compose mon raisonnement. La première. J'ai dit ceci, le chef de l'État a émis ce vœu-là sur ce qu'il a vu dans la partie Est, ce qui s'y passe entre l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, le Sud-Soudan, le Burundi et la Tanzanie. On a été dernièrement en Ouganda avec lui. J'ai accompagné le chef de l'État. Ces vœux est revenu en boomerang sans cesse de la part de M. Museveni.
Maintenant, il appartient à son expert au gouvernement de lui dire comment est-ce qu'on procède. Que vous êtes. C'est mon travail. Et C'est ce que, figurez-vous, que je vais devoir présenter demain au Conseil des ministres. C'est pour ça que j'ai dit ici que j'ai proposé au chef de l'État qu'on commence d'abord par évaluer la situation sur le terrain avec les parties prenantes directes. C'est-à-dire, il faut prendre tout le temps possible. les 5 provinces qui font frontière avec les pays de l'EAC. Haut-Ouélé, l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et les Tanganyika. Et puis qu'on voie aussi au niveau de nos missions diplomatiques, qu'on fasse venir nos ambassadeurs, Sud-Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie. Qu'on prenne les services de sécurité, la FEC et la société civile, tous autour d'une table. On va faire des ateliers pendant plus ou moins une semaine pour évaluer. Qu'est-ce qu'on va devoir évaluer? Il y a une question très importante. Pour l'instant, les matières premières, certaines sont frappées par la loi Dodd-Frank quand elles sortent, parce qu'on ne peut pas justifier qu'elles sont de ces pays-là. Une fois que vous admettez que vous êtes dans cette communauté, ça pourrait être estampillé EAC. Donc, c'est valable sur le marché international. exact. Ça pose problème. Il y a aussi le fait de rendre la RDC un déversoir des populations. Parce que eux, pour l'instant, sont déjà dans l'union douanière. Ok. Et dans la libre circulation des personnes et des biens. Voilà. Et libre circulation, non seulement, libre installation. Ah, ça. Donc, Pendant que nous avons des 150 000 Rwandais qui ne sont pas encore répertoriés chez nous. les soucis, c'est quoi? On a ratifié notre participation à la zone de libre-échange du COMESA depuis le 30 décembre 2015. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait un pas pour pouvoir être pleinement là-dedans. Dans les COMESA, jusqu'aujourd'hui. Au niveau de la SADC, on n'a même pas ratifié la zone de libre-échange. Ce qui fait que n'ayez pas peur. Il y a des mécanismes de protection qui prédisposent... On ne ratifiera jamais finalement. Mais écoutez, nous sommes membres de la SADC depuis combien de temps? Depuis 1998, depuis que M. Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, on a souscrit à participer à cette zone-là. Mais ça va faire aujourd'hui, on est en 2019, on n'est toujours pas membre de la zone de libre-échange. Mais pourquoi? C'est l'éternelle question Donc, que je pose. c'est pour vous dire, n'ayez pas peur, Donc, il y a des étapes. jamais. Il y a des étapes qui vous permettent de pouvoir d'abord régler un certain nombre de problèmes avant d'arriver à ce type de termes. Il y a des très longues étapes. Heureusement. Ce qui fait que, puisque eux sont déjà dans l'union douanière, il est impossible qu'on puisse nous sauter dedans sans passer par plusieurs mécanismes, plusieurs étapes qui prendront beaucoup de temps, peut-être 30 ans. Donc, on aura le temps pendant ce temps-là de pouvoir finaliser la formation de notre armée. Vous savez, l'autre armée qui fait des merveilles aujourd'hui, les gens voient ce qu'ils sont en train de faire. L'armée fait de merveilles. Cette 8e armée aujourd'hui d'Afrique est en train de faire des choses extraordinaires. Malheureusement, elle fait face à une guerre asymétrique venant des barbares qui font partie de l'État islamique, maintenant installé en RDC en tant que tel. D'accord. La zone de libre-échange SADC, comme ça, n'est pas encore opérationnelle en RDC, mais vous parlez d'installer dans toutes les provinces, prioritairement à des endroits où devrait se passer la libre circulation des personnes et des biens dans le cadre de l'intégration régionale. Vous parlez de mettre en place des antennes de la coopération. Ça va être assez compliqué, monsieur le ministre. Parce Pas du tout. Il n'y a Pas du rien. tout. Le ministère de la coopération internationale, intégration régionale, francophonie a plus ou moins 4 départements. Il y a la coopération internationale, il y a l'intégration régionale, il y a la promotion de la francophonie, il y a aussi la gestion de conflits avec la CIRGL. Mais ces activités ne doivent pas se passer à Kinshasa. J'ai 3000 agents qui végètent à Kinshasa, qui ne font rien. Pléthorique. J'ai 3000 agents. Je ne dirais pas pléthorique parce qu'ils doivent servir. Ils doivent servir à quoi? Lorsque, comme M. Lumba s'est chauffé tout à l'heure par rapport à l'histoire de l'aide américaine, c'est que me pose la question pour me dire, tiens, l'aide va où? Je lui dis, l'aide va aller à Luiza, à Kabelekese, à Kalumbu. Ça portera sur quoi?
On doit faire une école à tel endroit, tel autre, et tout ça, un dispensaire, ceci, c'est là, une route, un pont. Ok. Mais comment on sait qu'on a fait ça? Il faut qu'il y ait un fonctionnaire de la coopération internationale pour les suivis de la mise en œuvre jusqu'au bout. De sorte à ce qu'on puisse faire les bilans. J'ai prévu, je dois encore solliciter l'autorisation au niveau du gouvernement, de faire les états généraux de la coopération. Vous aurez un forum chaque année qui va dire ceci. Nous sommes à la quête de l'aide pour l'instant pour atteindre un niveau de sorte à ce qu'on sorte de l'assistanat. On ne veut pas l'assistanat. Mais chaque année, on va devoir évaluer domaine par domaine, partenaire par partenaire, qu'est-ce que vous faites avec nous exactement? Parce que vous êtes à Kinshasa, vous êtes en RDC depuis 50 ans. On a fait quoi avec vous exactement? Donc chaque année, on doit évaluer. Vous avez dit combien? 405 millions. Vous vous souvenez, on était avec vous du pic RDC Belgique. La coopération avec la Belgique, oui. 405 millions 2010-2013. Maintenant qu'on évalue, à quoi ont servi ces 405 millions? Tableau. Dans tel domaine, vous avez dit que c'était 100 millions. Les 100 millions ont été dépensés comment? Non, 70 millions ont été dépensés pour le fonctionnement, c'est-à-dire pour eux-mêmes. Donc 30 millions ont été saupoudrés ici et là. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc il faut une cartographie précise avec chaque partenaire. C'est ce qu'on fera. Donc ce qui fait que la nécessité aujourd'hui, l'obligation matérielle de mettre sur le terrain les agents ou les fonctionnaires de la coopération pour faire le suivi, c'est lorsqu'on aura convenu. J'y reviens, il faut toujours retenir, avoir à l'esprit. Quand je parle coopération, je parle déclaration de Paris et programme d'action d'Accra. Vous projetez de le faire quand, concrètement? À la rentrée, on commence ça, puisque je demande l'autorisation. Dès que j'ai l'autorisation, je lance la procédure. À la rentrée. C'est parti. Puisque c'est lié à deux éléments. Il y a d'une part les ressources alternatives que je cherche, et puis les positionnements. De toute façon, dites-vous bien, un fonctionnaire qui est mécanisé, s'il se trouve en province à remplir une tâche, parce qu'il ne fait rien à Kinshasa, non seulement les coûts de la vie est très bas en province, mais encore il travaille. Donc c'est important de pouvoir le positionner à un endroit où il produit plutôt qu'à un endroit où il ne produit pas. Donc c'est une démarche qui me paraît salutaire par rapport à notre ministère. Fabien Lumbala. Monsieur le ministre, nous faisons de la critique constructive. Voilà, cela ne suffit pas qu'on n'aime pas le Congo. Vous avez 3000 agents. Beaucoup travaillent sous les manguiers, sans bureau. Je ne sais pas si donc il est prévu la construction des bâtiments pour qu'ils y travaillent de manière digne. Alors, on cherche de l'aide. Je suis sur l'aide. On cherche de l'aide auprès des partenaires. Monsieur le ministre, nous avons tout ici pour mobiliser des ressources, tant internes qu'externes. Nous allons dans le domaine de l'environnement. Avec cette histoire de changement climatique, le Brésil a 7 milliards par an. 7 milliards par an. Et dans ce secteur, qu'est-ce que nous avons? Nous allons tendre la main auprès des partenaires pour leur demander 1 million, 500 millions, alors que nous pouvons mobiliser 700 milliards dans l'implémentation du RED+. Nous sommes un pays de l'improvisation et des œuvres inachevées. Vous-même, l'improvisation, vous l'avez dit en introduction ici. On ne doit pas se réjouir pour dire « tout va bien », comme à l'église, « Alléluia, Amen ». Non, monsieur le ministre, nous devons nous remettre en cause. Les discours, c'est bien beau, mais moi, j'ai de l'inquiétude. Même Nancy, le problème qu'elle pose est vrai. Nous risquons de disparaître ou de faire de ce pays un fourre-tout, et demain, on nous chasse de ce pays à cause de notre naïveté, de notre lâcheté. Et pourtant, beaucoup de professeurs à thèse, même 2 ou 3 thèses. Alors, moi, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Vous ne savez pas nager. Non, il ne sait pas nager, il ne sait pas nager du tout. Nous allons terminer, je crois qu'on nous signale quand même, on peut ne pas parler. Répondre d'abord à ça ou pas? Monsieur Lumbala, je pense qu'il y a peut-être besoin d'une autre médication pour que vous me compreniez. Vous sortez 7 milliards qu'on donne au Brésil par qui? Qui donne 7 milliards au Brésil? Le Brésil est en programme avec les États-Unis par rapport à l'exploitation
de ces terres, en prenant avec les États-Unis, qui ne les respectent pas du tout actuellement l'environnement. Je viens de vous dire ici que les mécanismes de décaissement du fonds vert qui est installé à Séoul ne sont pas encore opérationnels. Personne ne reçoit l'argent de là. Personne. Vous leurrez complètement. Vous leurrez. Vous pensez qu'il y a une caisse devant laquelle les gens s'alignent pour dire voilà, on va chercher l'argent pour nos forêts. Ça n'existe pas encore. C'est de l'aventure et la poudre aux yeux. On nous dit de ne pas nous développer parce qu'eux profitent de notre situation pendant ce temps-là. Ils continuent à pouvoir polluer. C'est ça la vérité. Maintenant, comment on fait? À nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut faire du chantage par rapport à ce que nous sommes. Je vous dis ici, par exemple, au niveau des Lokolama dans les Maïndobé, où il y a des tourbières qui concentrent les carbones pour 3 ans. Si on dit, on va pulvériser ces tourbières, ils vont nous entendre. Mais même s'ils nous entendent, qui va payer? Qui va payer? Vous entendez la France parler tous les jours. Oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Quel est l'investissement de la France en RDC aujourd'hui pour la protection des forêts? Chaque chef de l'État français est les champions de l'environnement. Combien ont-ils investi en RDC, qui est le deuxième poumon de la planète? Combien d'argent? Les programmes en 2010-2011, lorsqu'on discutait l'arrivée de Sarkozy à Kinshasa, on a évalué. À l'époque, le ministre Mochibanda était en charge de la coopération. On a reçu le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Dans son bureau, on a parlé. Mais lorsque, au niveau des experts, on a vérifié les investissements français en RDC, 5 millions d'euros, s'il vous plaît. Vous entendez beaucoup de bruit, beaucoup de fantaisie et beaucoup de mensonges. En réalité, il n'y a rien. On nous a dit qu'effectivement, on avait peur qu'on puisse exploiter mal notre uranium parce que pétrole, notre uranium, parce que peut-être qu'on allait vendre ça aux pays qui ne sont pas forcément regardants en termes de ceci ou cela. Ok, Areva est arrivé ici. On lui a confié des concessions. Pas un gramme, pas un euro d'investissement. Ils ont abandonné, ils sont partis. S'il vous plaît, arrêtez de pouvoir applaudir les fossoyeurs de la planète. Par rapport au pont, s'il vous plaît, par rapport au pont de Brazzaville, parce que je vois que c'est un sujet assez important qui fait quand même peur à certains compatriotes qui disent que dès qu'on va construire ce pont-là, le port de Matadi va disparaître, les activités au port de Boma vont disparaître. Est-ce que c'est vraiment urgent, important, opportun aujourd'hui d'avoir ce pont Kinshasa à Brazzaville? Je pense que les chefs de l'État ont répondu clairement à cette question-là. Il s'agit de quoi exactement? Il y a des corridors qui s'entrelacent pour pouvoir permettre une bonne circulation en Afrique. La RDC s'avère être le centre de l'Afrique, centre par lequel passent tous les corridors. Maintenant, il y a les besoins de faire ces ponts, route-rail, qui partiraient de Brazzaville jusqu'à Ilebo. Mais les manques à gagner exigent que la RDC soit regardant et demande, oblige qu'on ne peut pas faire un pas sur les ponts route-rail tant qu'on n'a pas résolu les problèmes au niveau du Congo central. C'est-à-dire la construction du port en eau profonde des bananes. C'est la condition que la RDC a donnée, tout en disant on est d'accord de faire cette fois, on n'a pas les choix, on sera obligé à un moment donné de le faire. Mais simplement, avant de faire ça, notre situation financière, nos populations du Congo central, on ne peut pas aller sur un manque à gagner aussi important là, maintenant. Il faut qu'on commence d'abord par résoudre ces problèmes et par conséquent, on pourra voir les restes. Donc c'est ça. La première condition, c'est d'abord les ports en eau profonde. Une fois terminé, on peut revenir maintenant pour parler. C'est sera banal par la suite. Il y a Fabien qui parlait des fonctionnaires du ministère de la Coopération qui travaillaient sous le manguier. Ça me permet de rebondir en fait, parce que depuis plus de 3 ans, depuis l'époque où vous étiez encore expert à la coopération, je vous entends parler de la construction du bâtiment de la coopération. Et lors de votre prise de fonction, vous avez également évoqué la question. 3 mois après, est-ce qu'on a évolué? Si, on a beaucoup évolué, parce que pour l'instant, je suis en passe d'avoir 1 ou 2 terrains pour pouvoir diriger ce bâtiment. Mais le problème, c'est que les premiers terrains qui m'avaient été donnés étaient vraiment très très exigus. Ils ne permettaient pas de pouvoir construire selon les ambitions de ces grands ministères. C'est quand même un ministère avec
2 secrétariats généraux, une délégation générale à la francophonie et une coordination de la CIRGL. Donc c'est énormément des places qu'il faut. C'est des parkings pour plus ou moins 100 véhicules à 150 véhicules, donc on ne peut pas se permettre d'avoir juste un petit coin. Ce n'est pas possible. Et maintenant, même si je devrais déployer mon personnel sur l'étendue du territoire et à l'étranger, parce qu'il n'y a pas que sur le territoire national, il y a à travailler avec les ministères des Affaires étrangères pour avoir des antennes de coopération. C'était aussi dans le projet qui avait déjà été convenu entre la RDC et la Belgique à l'époque. C'était fait, c'était déjà scellé, donc on avait déjà signé pour pouvoir aller dans ce sens-là, parce que la diplomatie aujourd'hui n'est pas seulement politique, elle est plutôt au développement, sans cesse. Même si les aspects politiques sont de temps en temps prépondérantes, mais il s'avère simplement qu'il faut observer un pays comme le nôtre a vocation à aller sur les flancs du développement sans cesse. C'est ce que nous recherchons. Vous savez, quand les chefs de l'État sortent, on regarde, il a signé quoi, il a ramené quoi. On ne regarde pas s'il a discuté avec tel autre, parce qu'il y a des choses qui peuvent être secrètes. Alors, en ce qui concerne les bâtiments, ce qui fait que c'est capital, j'ai déjà discuté avec 3 partenaires qui sont disposés à me faire un don, puisque vous n'aimez pas les dons, ça c'est un don, un don salutaire, M. Lumbala. Donc, sans contrepartie. Sans contrepartie. Sans contrepartie. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a un partenaire qui me dit ceci. Je vous construis un bâtiment. Parce que bon, c'est une entreprise d'un pays étranger qui est à mesure de construire un bâtiment et d'avoir aussi dans cet espace-là un coin où on lui laisserait pour ériger un bâtiment pour 20 ans. Okay. L'occuper pour 20 ans et nous les céder par la suite. C'était un bon deal. C'est-à-dire, moi j'ai un bâtiment gratuitement et je vais hériter d'un bâtiment dans 20 ans pour la RDC. Donc, c'est très bon. Mais les soucis jusque-là, c'est les terrains convenables, appropriés aux dimensions qui répondent aux besoins qui sont les nôtres. Monsieur le ministre, où en est-on avec l'obtention des bourses négociées? Vous l'avez promis, non? Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais le problème, c'est qu'il y a une sorte d'anarchie qui s'est installée dans l'histoire de la gestion de bourse. Je suis en train de pouvoir travailler là-dessus. C'était un sujet que je devais présenter, mais bon, apparemment, qui n'a pas été retenu cette fois-ci, qui sera présenté prochainement au Conseil. Ce que je vais proposer, c'est quoi? C'est avoir une direction qui centralise toutes les bourses. Toutes les bourses de la République qui viennent vers la RDC doivent être centralisées, avec une lecture exacte de ce qu'on reçoit, de qui, comment, et par la suite, comment on dispatche. L'essentiel des bourses, c'est noie à Kinshasa et disparaissent à Kinshasa, s'arrête à Kinshasa. Kinshasa, ce n'est pas la RDC. La RDC, c'est 26 provinces. Il y a des jeunes qui ont du talent extraordinaire dans les Katanga, dans les Kasaï, dans les Kivu, un peu partout, mais qu'on ne regarde même pas. Et les bourses sont refilées entre amis. Et enfants de... Ce n'est pas normal du tout. On doit arrêter ça. Et je pense que la solution serait d'avoir cette direction qui centraliserait les bourses, et puis avec un comité dans lequel participeraient les ministères qui sont partis au comité de coordination des ressources extérieures, notamment les plans et les finances, qu'on regarde ensemble quand les bourses arrivent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand je reçois les bourses, je les envoie directement vers les institutions concernées. Si c'est une bourse qui concerne le ministère de l'Agriculture, j'envoie directement. Mais comment est-ce qu'on gère ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'envoie les noms qu'il faut renvoyer par note verbale, acquis des droits, et puis ça s'arrête là. Mais on n'a pas l'exactitude de la distribution de ces bourses-là. On doit sortir de là, on doit voir clair, dire voilà, on a donné les bourses. Il faut une péréquation des bourses. Dire on a 50 bourses qu'on regarde, comme on a eu avec les gouvernements. Bon, il faut que chaque province soit représentée, il faut que chaque tendance soit représentée, ainsi de suite. Tout ça. Donc, au niveau des bourses, on doit faire la même chose. Il faut que chaque province bénéficie d'une ou deux bourses quand il y en a 30 ou 40. Voyez-vous, donc pour le faire, il faut absolument revenir à une direction centralisée des bourses, et ça, une bonne chose, une solution. Vous me permettre une dernière question utile. Oui, une dernière question pour les... C'est vrai que vous êtes l'expert oui. en matière de coopération internationale et intégration par rapport au voyage du chef de l'État. C'est vrai que le chef de l'État voyage énormément. On nous dit que c'est pour raviver la diplomatie congolaise. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que ces voyages sont rentables aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons déjà acquis
pendant toutes ces sorties du chef de l'État, vous en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous donner ne fût-ce qu'un simple bilan? Qu'est-ce que le chef nous a rapporté de concret de toutes ces sorties parce qu'il paraît que ça consomme énormément, il dépense énormément d'argent pour ces voyages et on ne le sent pas sur... L'ouverture aux autres est une nécessité. Vous savez, on vient de vivre une période pendant plus ou moins 2 ans où nous étions coupés du monde. Il faut réanimer cette flamme des relations internationales avec les autres. C'est capital. C'est capital. Ne pensez pas il suffit de rester à la maison et tout se passe comme il faut, négocier à distance. Non, il y a des choses, il faut aller au corps à corps pour expliquer. J'ai eu l'opportunité d'être avec les chefs, aussi bien en Ouganda, face à Museveni, ce qui m'a permis d'ailleurs de comprendre ce que Museveni voulait exactement. Par rapport à cette histoire de cours de indemnisation de quelques milliards de dollars. Cour international de justice. Cour internationale de justice. Il y avait ces sujets-là, entre autres. Il y avait aussi le fait que, puisque les chefs ont reçu aussi les hommes d'affaires RDC qui étaient sur place, il y avait le fait aussi des plaintes de ces hommes d'affaires qui disaient que l'Ouganda a ouvert 2 raffineries d'or et qu'il serait utile de parler un peu avec les chefs de l'État ougandais pour dire qu'il y a énormément de pillages en RDC vers l'Ouganda. D'or, du coltan, du bois, du cacao et du café. Tout ça pillé chez nous? Pillé en RDC. Mais ces choses-là, vous ne pouvez les gérer utilement que face à face, pas à distance. Il y a aussi cette démarche vis-à-vis de la Cour de justice. La Cour internationale de justice? Par rapport au contentieux qu'on a avec eux, ça se discute face à face. Parce que les contraintes sont difficiles, il faut arriver au niveau. On a l'impression que la RDC a cédé à cette histoire. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça aussi, c'est la rue. C'est l'opinion de la rue qui fait la loi. Il faut faire attention avec ça. C'est soumettre à l'opinion de la rue sans cesse. Vous êtes face à celui qui était présent quand ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est exactement dit, monsieur le ministre? Oui, mais c'est-à-dire que si vous êtes face à une vache laitière qui produit du lait, ne lui dites pas que bon, c'est plutôt, je ne sais pas moi, un éléphant qui produit du lait. Non, je suis la vache laitière par rapport à ça. Dites-nous alors, qu'est-ce qui s'était réellement dit? La situation est celle-ci. Lorsque la Cour prend la décision, j'ai vu d'ailleurs une très belle émission là-dessus entre M. Sigiobe qui avait été reçu, qui est un avocat, un professeur d'université en même temps, un collègue. Lorsque la Cour a décidé, le temps dévolu au parti pour pouvoir trouver la solution est énorme. Et la Cour vous demande de négocier, d'arriver à vous entendre sur le sujet. Pour l'instant, nous sommes encore dans la négociation. On n'a encore rien fixé du tout. Le souci, c'est que les avocats RDC, lorsqu'il fallait aller plaider, n'étaient pas encore prêts. Ce qui fait que nous, on a sollicité des postes posés ensemble avec les autres, de sorte à ce qu'on puisse s'apprêter par rapport à ça. Mais entre-temps, les choses ne passent pas forcément devant la Cour. Ça se passe entre pays en train de négocier sur le plan diplomatique. Il est recommandé d'aller vers la négociation. Il est vraiment recommandé d'aller vers la négociation. Notre démarche est la bonne démarche pour l'instant. Croyez-moi, vous verrez d'ici peu, on viendra vers les résultats et tout le monde sera content à un moment donné. Oui. La toute dernière question avec Nancy. Je vais quand même poser la question par rapport à la francophonie parce que c'est une actualité importante. Monsieur le ministre, le jeu de la francophonie, ce n'est pas dans 2 ans, c'est dans 1 année et demie maintenant. Il va falloir courir, comme je l'ai dit au début de l'émission. Alors ma question est celle-ci. Quel est le chronogramme d'activité maintenant que le go est donné? Il y a un cahier de charge qui fixe les chronogrammes en fonction du temps qu'il nous reste. C'est la finalisation de la mise en place des édifices qui doivent accueillir les Jeux. On avait déjà commencé, c'est pas nouveau, on était déjà lancé en train de faire ça. On a identifié les endroits. On a évalué les moyens nécessaires à déployer pour pouvoir rencontrer toutes ces préoccupations-là. Maintenant, la mise en œuvre, c'est là, à la fin du mois, début du mois prochain, lorsqu'on finit avec les budgets et qu'on peut présenter ces certificats que j'ai expliqués ici aux banques pour obtenir les facilités. Et maintenant, faire l'appel d'offres pour pouvoir aller sur le marché. Donc on va solliciter d'ailleurs auprès du ministère du Budget et des Finances de tenter d'obtenir des marchés de gré à gré parce que les délais impartis pour le marché normal est très long.
Très long. Donc c'est un peu difficile. On va solliciter ça avec leur surveillance. Et ça ne sera pas de manière cachée, ça sera de manière ouverte, avec leur surveillance. Donc c'est ça pour l'instant. Donc je n'avais pas fini sur la préoccupation par rapport au voyage du chef de l'État. Et je parle de 2 voyages. C'est lui de l'Ouganda, je viens de vous expliquer ici. Comme ça, vous allez terminer par là. C'est ça votre dernier mot. Oui, la teneur de la situation par rapport à l'Ouganda, donc c'était nécessaire. Et il y avait l'activité au niveau de l'Allemagne. Mais c'est-à-dire, si on dit qu'il n'y avait rien, après vous dites en même temps que j'ai signé. Donc c'est passé quelque chose. L'Allemagne, j'ai eu l'opportunité d'accompagner le chef de l'État à la Bundestag, donc au Parlement, et à la chancellerie, face à Angela Merkel, qui nous a ouvert son cœur, dit sa disponibilité d'accompagner la RDC, de soutenir la RDC auprès des institutions de Bretton Woods par rapport à nos demandes d'être en programme avec eux pour soutenir notre budget. On l'a obtenu au corps à corps, face à face. Ce ne sont pas des choses qu'on peut obtenir à distance. C'est impossible. Ça, c'était face à face. Le chef de l'État a obtenu ça de la part d'Angela Merkel, qui est quelqu'un des paroles. Elle ne dit pas les choses en l'air. Elle n'aime pas, elle n'aime pas. C'est ça l'avantage de parler avec une Allemande. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est par rapport à l'aspect politique du soutien auprès des institutions de Bretton Woods. Au-delà de ça, il y a Siemens, Deloitte, qui aujourd'hui sont disposés, avec lesquels on a signé. Siemens, j'ai signé avec Siemens un moment d'entente sur leur retour en RDC, parce qu'ils ont déjà été en RDC, leur retour en RDC, leur implication dans la production des turbines, à la fois pour servir Inga et les petites turbines à travers la République, puisque nous avons quand même un potentiel de plus ou moins 100 000 MW, dont 43 ou 44 000 sur les sites Inga, et plus ou moins 56 000 à travers la République. Donc, il va falloir qu'on puisse déjà procéder à avoir aussi des petites turbines à mettre un peu partout pour avoir l'électricité partout. Ça, on vient de faire ça avec les Allemands, ce qui fait que ce sont des choses que les chefs d'État ont ramenées. Donc, grâce quand même, de temps en temps, à ce que les choses font, et plutôt que la critique permanente qui est acide et qui ne permet pas de pouvoir... Messieurs les ministres, nous allons terminer cette émission. Le temps pour moi de dire merci aux confrères qui étaient avec nous sur ce plateau. Merci à Paulette.